Bienvenue dans le 5e épisode de notre série Labo Zoom. Je suis Simon Rigaudot, le toujours chef d'orchestre et directeur du Labopéra d'Alsace. Ce soir, comme tous les vendredis, depuis le 12 juin dernier et jusqu'à vendredi prochain, je reçois un duo d'artistes participant à notre aventure de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Ensemble, nous allons discuter pour les découvrir leur métier et leur rôle dans cette aventure au fil de mes questions, mais également en répondant aux interrogations que les spectateurs connectés se posent. Le chat sur le côté de votre écran est prévu à cet effet. Pour ceux qui nous regardent en replay, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions pour les artistes de la semaine suivante dans les commentaires de la vidéo publiée sur Facebook. Nous avons été plutôt épargnés par les problèmes techniques la semaine dernière. Espérons que cela va continuer ainsi. Malgré ces petites surprises liées au direct, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre en direct et nous regarder en replay. Merci beaucoup. Cette semaine, je reçois deux personnes au profil très différent. Une jeune chanteuse française expatriée et une demoiselle résidant en Alsace qui exerce ses talents dans le domaine de l'acrobatie. Je vous présente Gabrielle Goudard et Émilie Durand. Bonsoir Gabrielle et bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors, je suis ravi de vous recevoir pour ce 5e rendez-vous Labo Zoom. Maintenant, les gens sont habitués, ils sont fidèles, mais on a des rendez-vous récurrents comme le premier d'entre eux, c'est-à-dire la présentation de nos invités. Alors, si tu le veux bien, Gabrielle, on commence par toi. Quel est ton nom de famille ? Alors, mon nom de famille est Goudard. Ton prénom, Gabrielle, je viens de le dire. Où es-tu née ? À Montpellier, dans le sud. Pour toi, particulièrement, je vais te demander de bien vouloir nous dire où tu résides. J'habite en ce moment à Chicago. Et oui, puisque ce soir, nous avons une star américaine comme invitée. Tu n'es pas obligé de nous dire, mais si tu veux bien, tu peux nous donner ton âge. Je veux bien le dire et j'ai 32 ans. Quel rôle dois-tu tenir dans la vie parisienne ? Je chanterai le rôle de Clara. Et à part le fait que tu portes le même prénom qu'un autre personnage de la vie parisienne, est-ce que tu as un autre signe particulier ? Par rapport à la production, un petit signe particulier et que du coup, je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer l'équipe en direct puisque je suis restée coincée à Chicago juste avant l'épisode du Corona. Et oui, merci Gabrielle. Alors à toi Émilie, ton nom de famille. Alors mon nom de famille, Durand tout simplement, un nom très original. Très répandu, mais très peu alsacien d'ailleurs. Tu t'appelles donc Émilie, je l'ai dit. Tu es née où ? Je suis née à Thionville, donc dans le 57, pas loin d'ici. D'accord, pour les passionnés de géographie. Quel est ton âge ? Alors mon âge, attention, oulala. Donc je vais avoir bientôt 39, je crois. J'ai tendance à oublier mon âge un peu. Donc, tout va bien. On n'est pas à 40. Avec c'est au choix. Quel rôle tiens-tu dans la vie parisienne ? Alors j'ai plusieurs petits rôles. J'interviens donc sur pas mal de scènes et donc pour les rôles de Léonie et Louise principalement. Effectivement, puisqu'on en parlera un petit peu plus tard, ce n'est pas le cas dans toutes les productions d'opéra, mais nous avons 2 acrobates sur la production de la vie parisienne. Est-ce que tu as un petit signe particulier à nous dévoiler ? J'ai beaucoup de tatouages. Je ne sais pas si on dirait ça en signe particulier, mais voilà. On te croira sur parole. Alors, la semaine passée, je décrivais notre Christophe Crapez comme un couteau suisse, étant donné qu'il interprète 3 rôles différents. Émilie, tu ne l'avais peut-être pas vu comme cela, mais tu as finalement un sacré point commun avec lui, puisque tu pratiques, toi, plusieurs disciplines regroupées dans le terme générique d'acrobatie. Est-ce que tu peux nous parler des disciplines variées dont tu es spécialiste, celles que tu
pratique aussi dans le spectacle Mhm. et expliquer à nos spectateurs comment est-ce qu'on devient acrobate et quelles sont les exigences particulières de ce métier. Alors, ça fait pas mal de questions. Du coup, pour la première question, donc en effet, je suis pluridisciplinaire et je pratique les acrobaties aériennes. Donc, c'est tout ce qui est. Donc, moi, je pratique le cerceau aérien et le tissu aérien qu'on appelle aussi drapé ou drap, voilà, dans le langage plus commun. Ça ressemble, généralement, je donne l'image du trapèze, parce que tout le monde connaît le trapèze, sauf que c'est juste la forme de l'agré qui change. Je pratique également, mon premier agré, c'est le hula hoop, donc que je mêle à la danse. Et là, dans un autre registre, vous n'aurez pas l'occasion de le voir, mais je travaille aussi la manipulation du feu. Donc tout ce qui est agré enflammé, pyrotechnie, voilà, toutes ces formes. Spectaculaire. Hein. Exactement. Et donc, si je reprends la deuxième question. Alors, non, mais nous dire effectivement qu'est-ce qui conduit à devenir acrobate et qu'est-ce qui est nécessaire pour faire une bonne acrobate. Oui, alors c'est difficile de dire qu'est-ce qui conduit à devenir acrobate. Je peux vous parler de mon expérience personnelle, mais c'est ce qu'on attend de toi. Voilà, parce que je peux difficilement répondre pour tout le monde. Pour ma part, ça a été le hasard. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de foudre. J'étais donc à un concert. Un concert et c'était un concert avec pas mal de mise en scène et durant ce concert en fait il y avait un personnage donc qui interprétait un personnage un peu foufou comme ça et qui d'un coup s'est mis à faire du hula hoop enflammé et qui a aussi fait du cerceau aérien. Alors moi j'ai vraiment le premier coup de foudre, c'était le cerceau enflammé. Je me suis dit mais vraiment c'est la première fois dans ma vie où je me suis dit je veux faire ça. Donc voilà, c'était une rencontre finalement et un gros coup de cœur. Donc ensuite, quand on décide on veut faire ça, eh bien c'est la passion qui prend le dessus. Hein, on s'y met tous les jours et donc ensuite ce qui fait entre guillemets c'est la régularité, l'effort, la discipline. Et de toute façon, comme on aime ce qu'on fait, on le fait sans trop se questionner non plus. C'est une vraie discipline sportive, même si évidemment il y a tout un aspect artistique. Oui. Mais si on ne veut pas se blesser, il faut être physiquement très au point. En fait, il faut donc s'entraîner tous les jours. Mais bien sûr, il y a des fois quelques jours de repos, hein, mais il faut s'entraîner très régulièrement. Et il faut surtout apprendre, mais ça vient petit à petit, à écouter son corps. C'est-à-dire que des fois, il y a aussi le surentraînement, c'est pas bon non plus. Ça va générer de la fatigue physique, donc ça peut générer aussi des blessures. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'installe avec le temps. C'est pas en un claquement de doigts, quoi. C'est l'expérience qui fait qu'ensuite on connaît son corps, on connaît ses limites, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut travailler, et il faut le travailler. Donc, et tu as eu, il y a des écoles où est-ce qu'on apprend ça sur le tas Alors, ouais. Donc pour le schéma, on va dire que le cirque traditionnel, en effet, on a des écoles de cirque. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que je suis arrivée tardivement. C'est-à-dire que j'ai commencé à 28 ans. Donc j'ai changé de métier. Hein. Donc j'ai commencé à 28 ans et à l'époque, je voulais donc faire du hula hoop et j'ai commencé à chercher et j'ai rien trouvé. Je connaissais pas les écoles de cirque. Donc ça a été vraiment, je me suis mis à fond. Et puis je l'ai même enseigné en fait ensuite. Et ensuite, j'étais sur Paris à ce moment-là et j'ai découvert le milieu du spectacle. Ça m'a vraiment plu. J'avais déjà beaucoup de créativité. Donc, ça me permettait en fait de mettre ma créativité en pratique. Et donc, c'est possible en faisant des détours. Ouais, un parcours particulièrement atypique. Et Gabrielle, toi aussi, tu es une artiste à plusieurs facettes, puisque tu es chanteuse, percussionniste, enseignante, chef de chœur, comédienne. Est-ce que tu as une activité principale et si oui, quelle est-elle ? Alors, depuis quelques années, je me suis reconcentrée sur le chant en reprenant un peu les bases de la technique et en me concentrant sur le chant et je continue toujours de jouer des percussions, mais surtout dans un registre de musique traditionnelle. D'ailleurs, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Alors, j'ai peut-être mis la réponse dans la question, on va la poser quand même. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de pratiquer toutes ces disciplines différentes et comment est-ce qu'elles se nourrissent entre elles ?
Oui, donc en fait, ça dépend de quel point de vue on regarde. Je dirais, d'un point de vue personnel ou artistique, c'est un avantage. Voilà, on a plusieurs cordes à son arc. Et évidemment, chaque discipline, toutes les disciplines se nourrissent entre elles. Au niveau professionnel, c'est aussi un avantage parce que, par exemple, un chanteur qui a déjà joué d'un instrument de surcroît en orchestre ou en ensemble ou qui a déjà été sur scène, bon, ça aide et ça apporte des qualités entre professionnels aussi, mais ça peut parfois distraire. Donc, voilà. Oui, Ça puisque peut, tu parles de te recentrer sur le chant, en tout cas plus récemment. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque d'éparpillement et est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui veulent débuter de toucher à tout ou de tout de suite se concentrer peut-être sur quelque chose en particulier? Je trouve que le chant classique, c'est une discipline où on voit vraiment de tout au niveau des parcours. Donc, il n'y a pas de règles. On voit des gens qui sont en totale reconversion, proche de la trentaine et qui font une belle carrière. On voit des gens qui n'ont fait que ça d'un bout à l'autre. Bon, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des personnalités. Si on a un intérêt pour quelque chose, il faut le cultiver. Si ça peut apporter à la pratique du chant, tant mieux. Et à nourrir un peu son art, voilà, il faut en profiter. Au niveau strictement professionnel et carrière, on va dire, si on veut ne faire que ça, il vaut mieux s'y investir fortement. Oui. Alors, cette année, pour la première fois, on accueille sur scène, dans le spectacle, un jeune lycéen, acrobate, et élève au lycée du Réberg à Mulhouse en section métier de la mode et du vêtement. Émilie, en tant qu'acrobate expérimentée, je pense qu'on peut le dire, même si tu as commencé tard, tu as sûrement rattrapé le supposé retard que tu aurais pu avoir. Je mets du conditionnel partout. Quel conseil est-ce que tu pourrais adresser à des jeunes qui seraient intéressés par justement la pratique de ton métier? Alors déjà, c'est de suivre leurs rêves, tout simplement. Si c'est ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils se lancent. Parce que parfois, quand on parle de ce métier, ça peut faire peur, entre guillemets. On peut nous mettre des freins en disant « mais non, c'est pas un vrai métier ». Ouais. Et ça, je pense que ça, il ne faut pas l'écouter, quoi. Si c'est ce qu'on veut faire, on y va, on plonge dedans, on se donne et on avance, en fait, tout simplement. Donc, je pense que ça, c'est déjà l'élément principal. Et ensuite, pour moi, en fait, il n'y a que la notion un peu de travail, en fait. On n'a rien sans rien. Donc, après, une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut y aller, en fait. Il faut mettre un pas devant l'autre. Est-ce que, donc toi, tu as commencé à 28 ans, hein, tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce que pour autant, tu conseilles aux gens de commencer assez tôt? On sait par exemple que pour les instruments, pour le chant, c'est un instrument quand même particulier, hein, je pense, Gabriel, tu seras d'accord avec moi. Pour les instrumentistes, souvent, moi par exemple, j'ai commencé l'alto à 6 ans. Est-ce qu'on commence les acrobaties à 6 ans? C'est mieux de commencer tôt parce que le corps va pouvoir être formé beaucoup plus facilement. Déjà parce qu'on n'a pas d'appréhension et parce que le corps est beaucoup plus flexible, il peut encaisser beaucoup plus. Quand on commence tard, en fait, on a quand même beaucoup plus d'appréhension. On est déjà passé par des blessures, on s'est déjà cassé quelque chose, enfin, on sait ce que c'est que de se faire mal. Donc, oui, il y a des peurs on va dire, à franchir. Après, c'est un travail sur soi qui est très intéressant. Donc, idéalement, si en effet, jeune, on sait qu'on veut faire ce métier, il vaut mieux se lancer jeune, ça c'est sûr. Ensuite, si ça arrive tardivement, il ne faut pas baisser les bras, tout est possible. Voilà, on va prendre un chemin différent, en fait, c'est tout. Et on ne va peut-être pas développer les mêmes choses. On aura plus de maturité sur certains aspects. Et en effet, le corps, on va quand même l'emmener loin, même si on ne va pas forcément demander les mêmes extrêmes. Et Gabriel, pour le chant, est-ce qu'il faut attendre, alors pour les petits garçons, est-ce qu'il faut attendre la mue ou est-ce qu'au contraire, il faut tout de suite aller chercher une initiation à la pratique vocale, à la respiration? Qu'est-ce que tu en penses?
D'après mon expérience personnelle, je trouve que c'est non seulement possible, mais très bien de pouvoir développer tout l'aspect en fait musical, artistique, la pratique de la scène, etc. Tout ça, ça peut se faire quand on est jeune. De mon expérience, si c'est trop jeune au niveau vocal, on peut avoir des petits désagréments. Donc voilà. Après, il faut trouver un bon prof qui nous convient. Je dirais mettre l'accent voilà sur la musicalité, sur l'interprétation, sur son côté artistique en fait, avant la technique pure trop jeune. D'accord. Alors je parlais de Pierre, qui est donc ce lycéen qui sera sur scène en tant qu'acrobate, puisque je disais 2 acrobates, mais en fait nous aurons 3 acrobates sur scène. Maintenant, je vais rapidement rappeler le principe du Lab Opéra d'Alsace, puisque même si nous sommes intergalaxiquement connus, je pense qu'il faut quand même le rappeler de temps en temps. Ce Lab Opéra d'Alsace, c'est une association qui est portée par des bénévoles très investis, qui propose un opéra différent tous les ans, en étroite collaboration avec 450 jeunes lycéens, étudiants et leurs enseignants. Selon leur formation, ils sont donc les concepteurs et créateurs des décors, coiffures, maquillages, costumes, mais ils s'occupent également de l'accueil des spectateurs, par exemple. Si on en vient à votre présence, à toutes les deux, dans l'aventure de l'opéra coopératif, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous a marqué pour Émilie, puisque Gabriel, tu l'as vécu d'un peu plus loin, voire de beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qui vous touche dans cette aventure Lab Opéra d'Alsace? Alors, si tu veux commencer, Émilie. Oui, bien sûr. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée qui était un petit peu différente par rapport aux autres endroits où j'ai travaillé, c'est qu'en fait, là, on va mêler professionnels et amateurs. Et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant et je trouve que chacun les uns porte les autres. Enfin, il y a un échange qui se crée. Et par contre, alors ça génère aussi, c'est travailler dans certaines contraintes parce que ça génère on n'a pas tous les mêmes plannings. C'est-à-dire que généralement, professionnels, on est disponible la journée pour travailler. Et dans le milieu amateur, ça va plus être sur le temps libre. Donc voilà, soirée, week-end. Donc il faut jongler un petit peu sur ce planning et ces emplois du temps différents. Et forcément, on n'a pas la même façon de travailler, mais j'ai trouvé ça vraiment beau quand à la fin, parce qu'on travaille un peu chacun de notre côté, puis à un moment, on met tout le monde ensemble. Et de voir le résultat, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était magique et c'était beau. En fait, il y avait une belle émotion, vraiment une belle émotion qui émanait du groupe. Voilà, ça m'a vraiment touchée et je trouvais que c'était vraiment une particularité, en tout cas du Lab Opéra et de la façon de fonctionner. Et Gabriel, voyant ça de loin, alors on sait que tu es ami avec mon co-créateur du Lab Opéra d'Alsace, le bon Olivier Trommenschlager, qui est avec nous ce soir. Donc je pense que tu avais entendu parler de cette aventure sans doute avant de venir passer l'audition. Comment tu vois ça de loin? Est-ce que tu as déjà vécu ça, ce genre de projet? Oui, alors en fait, pour moi, ça me ramène à une histoire, à quelque chose de personnel dans mon parcours. J'ai commencé à Montpellier, parce que donc je suis de Montpellier, dans une association qui s'appelle Opéra Junior. Et donc à l'époque, on faisait des projets plutôt autour de l'adolescence, qui étaient un mélange de chœur ou jeunes solistes et professionnels, que ce soit orchestre ou soliste professionnel. Voilà, donc ça me ramène vraiment à cette expérience. Pour moi, ça a été des souvenirs qui sont inoubliables et ça a créé des amitiés et des liens très forts avec d'autres personnes qui ont participé. Mais aussi, je pense que ça a beaucoup participé à développer les talents de pas mal d'entre nous. Et voilà, c'est important. Même si on ne continue pas dans la voie artistique, ou si on peut continuer dans une voie artistique, mais qui soit pas forcément en tant que chanteur, ça nourrit pour la vie en fait. Donc je pense que c'est bien de donner cette possibilité-là, à des jeunes ou des moins jeunes de pouvoir participer. C'est important.
Oui, parce que effectivement, notre troupe, elle est très variée, même s'il y a une dominante quand même autour de 30 ans. Hein. Émilie et moi faisons partie des ancêtres de cette même si Christophe est encore plus âgé que nous. Mais ça permet au monde amateur de rencontrer le monde professionnel, alors que ce sont souvent quand même deux mondes qui se regardent un peu en chien de faïence, sans trop savoir comment se réfléchir l'un et l'autre. Et puis, ça permet ce mélange intergénérationnel, puisque ça va des plus anciens musiciens enfin, instrumentistes ou choristes, aux plus jeunes lycéens, voire collégiens même, qui viennent au spectacle. Donc, c'est un mélange qu'on trouve rarement ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça. Je suis très fier qu'on fasse partie du peu de projets comme celui-là qui existent. Une petite particularité, Gabriel, quand on regarde ta biographie, on voit que tu as beaucoup travaillé à l'étranger. Alors, je ne sais pas si tu dis à l'étranger par rapport au fait que tu habites aux États-Unis ou à l'étranger par rapport au fait que tu es originaire de France. Parce que tu l'as dit, tu habites à Chicago. Qu'est-ce que tu as retiré de tous ces voyages et quelle attention bon, alors ça, en peu de temps, c'est difficile de brosser cette réponse-là, mais on va quand même tenter le coup. Quelle attention est-ce que la culture reçoit-elle aux États-Unis? Oui, alors j'essaye de faire court. Je trouve que de manière générale, oui, bah, forcément, ça m'a offert une vision plus ouverte ou plus variée, on va dire, sur la vie artistique dans d'autres pays. Et aux États-Unis, du peu que je connais, parce que ça fait pas 10 ans que j'habite ici non plus, de ce que j'ai pu observer de là où je suis, alors, je trouve que, par exemple, même lorsqu'il s'agit d'un hobby, donc je perds mon mot en français. Loisir. D'un loisir, merci. Les gens font ça très sérieusement ici. Et puis, de manière générale, je trouve quand même que c'est assez, comment on dit, c'est assez bien vu de la pratique des arts. C'est assez valorisé, voilà. C'est assez valorisé. Voilà, les gens pratiquent les choses de manière assez sérieuse. Est-ce que ça transcende les différentes couches sociales ou est-ce que, comme chez nous, c'est souvent réservé malheureusement aux gens qui ont un peu plus de moyens? Probablement, c'est encore plus exacerbé pour certaines choses. Après, évidemment, il y a encore des associations, des organismes qui travaillent pour qu'il y ait un accès le plus large possible. Je trouve que les gens font ça de manière très sérieuse, même quand c'est une présentation d'école. Tout de suite, c'est vraiment à l'américaine, comme on pourrait dire ici. Un grand en France, voilà, quelque chose de très sérieux. Et d'un côté, ils voient ça vraiment comme une carrière, comme un métier. Et peut-être, je dirais, c'est moins romantique que la vision de l'artiste qu'on a un peu en France ou en Europe. Donc c'est pas une occupation qui permette de récupérer des sous et on va pas te demander t'es chanteur mais est-ce que tu as un vrai métier à côté? Je pense que ça arrive partout, franchement, dans tous les pays, on pose cette question-là. Mais par contre, il y a quelque chose ici, c'est qu'il y a une pratique qu'on appelle de communauté. Alors, ça peut être communauté de quartier, de la ville, ça peut être communauté culturelle, etc. Et les gens sont très investis là-dedans. Il y a beaucoup de solidarité. Même quand c'est comme ça se fait de manière très sérieuse. Après, je dirais que de manière générale, ici, comme dans d'autres pays, il y a peut-être moins la concentration, comme on a en France, sur le jeune âge, sur la précocité. C'est un peu plus ouvert, quoi, je dirais. Un peu moins tendu. Et en dehors des représentations, on se prend peut-être un tout petit peu moins au sérieux. Sans blague.
Et Émilie, est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'aller pratiquer ton art à l'étranger? Est-ce que tu t'es nourri de... Est-ce que les acrobates, je sais pas moi, indiens, africains, européens sont différents? Alors, en tout cas, ça se fait beaucoup de regarder ce que font finalement les autres aussi à l'étranger et puis s'en inspirer. En tout cas, ça a été beaucoup le cas au début quand j'ai pratiqué ma première discipline qui était le hula hoop, parce qu'en France, moi, je mélangeais vraiment la danse et le hula hoop et ça n'existait pas. On avait vraiment le hula hoop traditionnel. Et en fait, c'est arrivé aux États-Unis. Je dirais que les États-Unis avaient quoi presque entre 5 et 10 ans d'avance par rapport à la France. Donc, ça a été une grosse source donc d'inspiration. J'avais participé à un petit concours là-bas. Enfin, voilà, il y avait cet aspect. Il y a un temps d'avance, quoi. Ensuite, par contre, ouais, on fait beaucoup de conventions où on se retrouve entre personnes du même milieu artistique, on va dire, ou du même milieu créatif, et il y a un échange en effet entre les cultures et les différents milieux. Bon, moi, je n'ai pas spécialement voyagé à travers le monde pour travailler spécifiquement une discipline, etc. J'ai trouvé toujours moyen. En fait, il y a souvent des événements qui sont créés, qui font venir tous ces gens de l'extérieur et qui les ramènent. Donc, je trouve que c'est assez intéressant d'y aller. C'est plus simple, entre guillemets. Et puis, confinement ou pas confinement, merci Internet. Parce que, exactement, Internet, mais c'est une même trouver des choses. Ouais. Non, mais carrément, Internet, c'est vrai que maintenant, je fais par exemple des cours de contorsion en ligne. Donc, je prends des cours de contorsion avec une contorsionniste et on le fait en vidéo. Et elle me corrige en vidéo, enfin, ça ne pose aucun souci. D'accord. Voilà, j'ai moi-même donné des cours de hula hoop en vidéo. Enfin, on peut le faire. On a cette possibilité maintenant. Donc, je ne dis pas qu'à un moment, c'est quand même bien d'avoir une interaction physique, un échange. Mais c'est tout à fait possible, en tout cas, de travailler avec les moyens actuels des multimédias. On imagine la contorsion avec un masque et l'impossibilité de respirer. C'est pour ça que finalement, c'est pas mal à travers un écran. Ça se fait aussi. Alors, comme toutes les semaines, pour vous connaître un peu différemment, on va passer à un questionnaire en forme de portrait chinois. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, puisqu'on l'a fait, c'est maintenant la 5e fois, eh bien, il s'agit d'en savoir un peu plus sur vous, mais par le biais d'un questionnaire du genre « Si tu étais tel type de chose, laquelle serais-tu » un peu comme le questionnaire rendu célèbre par notre bon Proust. Je vous laisse répondre à tour de rôle, du tac au tac, on n'explique rien, et on commence par Gabriel. Et ensuite, à chaque réponse, à chaque question, vous donnez chacune votre réponse. On y va? C'est parti. Si vous étiez un moment de la journée. L'arrivée de la Lune. On se rejoint un peu. Le monde des rêves. Si vous étiez une pièce de la maison. La cuisine. Alors, je suis un peu à côté de la plaque, le jardin. Si vous étiez un objet du quotidien. Oh. Vas-y, réponds. Eh bien, je ne sais pas. J'avais oublié celle-là. Et Joker. Alors, ok, un seul. Hein. Émilie. Alors, pour ma part, j'ai mis ma tasse à café parce qu'elle revient tous les matins. Donc, voilà. Si vous étiez un jeu vidéo. C'est pas très festif, mais Tetris. Ça ne rajeunit pas, surtout. Alors, je vais en mettre deux qui ne vont pas rajeunir non plus. Mais alors, je ne sais pas si vous connaissez Dungeon Keeper 2 et la 4e prophétie. D'accord. Le premier me dit quelque chose. Si vous étiez un livre. Les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Si vous étiez une odeur. Alors, c'est pareil que mon collègue de la semaine dernière, mais le mimosa. Et de mon côté, ça sera, alors au choix, le bois ou le gazon fraîchement coupé. Je ne sais pas pourquoi. Si vous étiez un sport. La danse. L'équitation. Un hashtag. Hashtag rigolo. Mouvement.
Mouvement. Et pour finir, si vous étiez une émotion. Le rire. Et pour moi, ça serait l'optimisme. Très bien. Alors, les spectacles de la vie parisienne, eh bien, comme tout le monde le sait maintenant, auront lieu au printemps prochain. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont avec nous en direct ou qui nous retrouveront en replay pour les convaincre d'acheter leur place pour le printemps prochain? Qui veut commencer? Je veux bien commencer. Vas-y. Alors, déjà, je pense que c'est un spectacle donc, qui dégage vraiment une belle énergie. J'en ai parlé tout à l'heure, donc avec cette rencontre. C'est vraiment, je trouve, une création. C'est presque une prouesse en fait d'arriver à créer en fait un si bel ensemble entre amateurs et professionnels. Donc, je trouve que déjà rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Il y a énormément de personnes talentueuses qui travaillent donc sur ce projet. Donc, ça va de tout, hein. Ça va du chant, de la musique, la création des costumes, des accessoires. Enfin, il y a un ensemble, c'est un travail vraiment fabuleux. Et la petite blague, c'est que je chanterai peut-être dedans. Donc voilà. Ça va convaincre tout le monde. Très bien. Et pour toi, Gabriel? En cœur, hein. Eh bien, pour moi, personnellement, je serais très contente enfin d'arriver jusqu'à Mulhouse. Mais ensuite, autre chose qui est vraiment personnelle, c'est que je suis ravie qu'il y ait des acrobates dans le spectacle parce que je viens d'une famille de circassiens, donc ça me fait plaisir, mais ça c'était juste pour moi. Et puis, d'un point de vue plus général, après une telle période, le confinement, tout ce que ça va impliquer sur la vie artistique et sociale, je pense que c'est important, sinon indispensable, de continuer à aller voir du spectacle vivant. Ça n'a rien à voir avec des présentations vidéo sur Internet. Il faut continuer à faire vivre l'art vivant. Il faut y participer, ça donne de l'inspiration, ça donne de l'énergie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se découvrir des nouveaux rêves en voyant des spectacles. Et puis voilà, il faut participer à ça. Ça a une portée sociale. Et puis voilà, venez, allez voir des spectacles vivants. Je ne crois pas à une société sans spectacle vivant. Donc voilà, il faut le faire. Alors les amis, vous avez entendu nos deux invités ce soir, il n'y a plus le choix. En fait, il faut maintenant acheter vos places puisque le spectacle aura lieu à un moment ou à un autre. Donc n'ayez pas peur, on va réussir à retourner au spectacle d'une façon ou d'une autre. On ne pourra pas faire plus longtemps sans. Ce qui est certain, c'est que ce confinement nous a appris par des moyens un petit peu détournés qu'on ne peut pas faire sans culture. Parce que tous ceux qui ont passé du temps à regarder Netflix et toutes ces séries et tous ces films, tous ceux qui ont lu, qui ont rattrapé comme moi leur pile de livres en retard, tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, eh bien, sachez, chers amis, que ces trois domaines sont... trois domaines de l'économie culturelle et de l'économie en général. Donc, voilà, il y a plein de gens qui vous attendent. Nous, on a énormément travaillé. On va retravailler, évidemment, puisque c'est dans un an. Et je crois que personne n'aura mis autant de temps à venir de Chicago à Mulhouse dans l'histoire des transports. Mais si je reviens en Agen, j'arriverai à temps, finalement. Mais voilà, tu peux partir peut-être maintenant à pied, ensuite à la nage. Je mets mon maillot et j'arrive. Voilà, mais on vous attend fermement et avec beaucoup d'impatience. Avant ce moment, je vous ai demandé de choisir un objet fétiche pour vous et de bien vouloir nous le présenter. Alors, quel est-il donc, Gabriel? Alors moi, j'ai pas d'objet fétiche en ce moment parce que je m'éloigne un peu du matériel, mais j'avais à l'époque une bague balinaise que j'avais eue lors d'un voyage à Bali pour faire de l'art baliné. Et la pierre qui était sur cette bague avait une signification qui était censée
augmenter un peu l'intensité de l'interprétation sur scène, parce que les représentations artistiques sont faites dans le cadre de cérémonies. Donc, j'avais cette bague toujours avec moi, que je portais lors de toutes mes représentations. Malheureusement, je l'ai perdue. Donc, je n'ai plus d'objet fétiche. Et rien de mal ne s'est passé parce que tu l'as perdu. J'espère que je n'ai pas tout perdu, oui. Donc, tu n'as pas eu à la remplacer, et on peut préciser pour les gens qui nous regardent que effectivement tu es percussionniste et que tu participes entre autres à des ensembles de musique traditionnelle et sans doute plutôt indonésienne. De musique balinaise, oui, activement. Exactement. Pour toi, Émilie, est-ce que tu as un objet ? Alors, c'est marrant parce que je vais rejoindre un petit peu les propos de Gabriel, mais voilà, je vais prendre un petit tournant. Du coup, j'essaye aussi de me détacher de tout ce qui est finalement matériel et j'adhère assez maintenant au minimaliste. Et depuis, eh bien, je me permets de boire dans mon verre en cristal et je bois tous les jours dedans. Alors qu'avant, il ne me servait à rien ce verre. Et je me dis peut-être qu'un jour, il va casser, mais ça fait 2 ans que je bois dedans maintenant et je trouve ça génial. Voilà, c'est un objet fait sans lettres qu'il est devenu finalement parce que… C'est un objet qui t'accompagne. C'est un objet qui t'accompagne. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en production, c'est un peu dangereux de venir avec un verre en cristal, sans doute. Ouais, mais c'était voilà, juste pour dire que finalement, il servait juste de décoration parce que c'était un cadeau et qu'au final, je trouvais ça dommage, autant l'utiliser et il casse. Bon, donc ce que j'entends avec le fait que vous n'êtes pas matérialiste et que vous n'avez pas d'objet fétiche, c'est juste que ma question est pourrie. Et donc, voilà, il faut peut-être falloir qu'il s'enlève celle-là. Ça permettait de rebondir dessus. Bon, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Merci Gabriel, merci Émilie d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite de pouvoir réellement vous déconfiner artistiquement dès que possible. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà des dates prévues à nous communiquer ? Alors, pour ma part, en tout cas, j'ai quelques dates là. L'hiver se remplit, on va dire. Ça va être des dates en novembre. Donc, je vais faire la nuit des musées à Agno. Ça va être que des dates un peu locales. Je vais travailler à Soultz en décembre, faire un gros spectacle de feu à l'occasion du marché de Noël à Soultz-Saurin. Voilà, je vais faire des événements d'entreprise également. En attendant, je prévois aussi de faire une petite formation histoire d'occuper le temps de gréeuse. Donc, c'est pour toutes les techniques d'accroche de cirque. Donc, voilà, histoire d'apprendre quelque chose. Et donc, je travaille principalement en binôme sur les différents spectacles dont j'ai parlé, ou avec la compagnie Agartha. Voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller sur le site compagnie-agartha.com et puis il y a un agenda. Vous pouvez nous retrouver. Et voilà. On n'y manquera pas. Et pour toi, Gabriel ? De mon côté, ici, on n'est pas en déconfinement total encore. Donc, malheureusement, du côté de la musique classique, c'est pas gagné. Il y aura probablement rien d'ici la fin de l'année. À côté de ça, on essaye de pousser un petit peu peut-être à l'automne, la musique balinaise. Et j'ai monté un projet entre-temps de reprise de chansons de Nougaro, dans le style jazz. Donc, j'espère pouvoir développer un petit peu ça en attendant que les choses reprennent. On le souhaite, effectivement. Et bien, quant à nous, nous nous retrouvons dès la semaine prochaine, vendredi, à 19h, toujours en direct, pour notre dernier épisode de la première série, de la première saison, de cette série La Bozoum. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le signifier. Nous sommes également à l'écoute de toutes les modifications que vous voudrez bien nous suggérer. Nous pensons la reprendre à partir de septembre, mais plutôt sur une périodicité de une fois par mois avec des intervenants différents. Pour ce dernier épisode avant les congés d'été,
et oui, il y a des congés cet été, je recevrai Sonia Ménen et Thibaut Desplantes. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux de vos amis qui n'étaient pas là en direct. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas, je le rappelle, vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui auront lieu à Colmar et Sausheim au printemps 2021. Vous trouverez le lien vers la billetterie sous la vidéo. Vendredi prochain, pensez à vous connecter à 18h50 sur la page Facebook du Lab Opéra d'Alsace pour récupérer le lien vers la rencontre. D'ici là, prenez soin de vous et bonne semaine.